Bonjour à tous. Je vous propose ce matin pendant 45 minutes, puis après pendant 15 minutes, on pourra échanger, discuter, de parler de l'intelligence artificielle dans la transformation. Alors quand on parle de cette transformation, évidemment, compte tenu de mon métier que j'expliquerai tout à l'heure, je vais beaucoup parler de la relation avec des consommateurs, des clients, des prospects, mais également illustrer ce que ça va changer, à la fois dans le marketing, mais plus généralement dans la société. Et pour ça, dans un premier temps, je vais vous montrer ce que sera le marketing du futur. Je vais vous expliquer aussi comment moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai été amené à identifier les changements que je devais mener dans ma structure pour qu'elle survive. Et pour finir, on parlera de ce que ça peut donner avec des entreprises. Et également, en toute fin, parler de la transformation que chacun d'entre nous, on va devoir mener afin d'être pertinent, efficace dans ce nouveau monde. Avant de commencer, j'aime bien remettre deux citations. La première, c'est celle-ci, c'est que systématiquement, on surestime la vitesse des changements à court terme, mais par contre, on sous-estime leur puissance à long terme. Regardez-le, c'est systématiquement le cas, on le fait tous, c'est très naturel. Ce qui veut dire que là, je vais vous expliquer un certain nombre de choses et peut-être que je vais forcer le trait sur des changements à venir et avec la rapidité avec laquelle ils vont arriver. Mais par contre, les changements, ils vont arriver, ils vont être très forts à un moment ou à un autre. Donc ce qui est important, c'est de le savoir et de s'y préparer. Deuxième chose, et là c'est valable en tant que chef d'entreprise, j'ai pris cette maxime pour moi et pour l'entièreté de mes collaborateurs, c'est de dire que, fameuse phrase de Darwin, que ce n'est pas les plus forts, ce n'est pas les plus intelligents qui vont survivre, c'est ceux qui sont en capacité d'évoluer. Et aujourd'hui, dans la société, spécifiquement au travers de la data, mais plus généralement, on voit bien que tout change. Et tout change très vite. Vous pouvez lire des articles, vous entendez, on a même des pubs dans le métro ou dans les aéroports qui parlent d'intelligence artificielle. Mais concrètement, déjà, je vous propose de redéfinir ce que c'est que l'intelligence artificielle pour qu'il n'y ait pas de débat sur ce sujet-là. Grosso modo, aujourd'hui, si on entend beaucoup d'acteurs, tracer une droite, c'est l'intelligence artificielle. Pour moi, non, c'est pas ça. Je vais parler d'intelligence artificielle à partir du moment où il y a une capacité autonome d'apprentissage. À savoir, c'est un système qui tout seul va apprendre, indépendamment d'une intervention. Ce qui veut dire qu'une règle, pour moi, si A et B sont vrais, alors C, ce n'est pas l'intelligence artificielle, on appelle ça l'intelligence symbolique, on peut appeler ça comme on veut, mais ce n'est pas l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, dans notre monde, il n'y a que de l'intelligence artificielle qu'on appelle faible. Ça veut dire qu'elle est convergente. Les voitures autonomes, les avions, tout ça, tous les systèmes pour les avocats, les systèmes de marketing, tout ce que vous voulez, ils ont un objectif et ils vont faire en sorte de converger vers cet objectif et de maximiser la précision d'atteinte de cet objectif-là. Donc, système convergent. Ça, c'est l'intelligence artificielle dite faible. Et déjà, avec la faible, vous voyez tout ce qu'on peut faire. Ensuite, il y a l'intelligence artificielle dite forte. Celle-là, elle n'existe pas aujourd'hui, si ce n'est dans des ouvrages de science-fiction. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent dessus, mais on est tranquille, et vous allez voir pourquoi je dis tranquille, pour au moins, certains diront 25 ans, d'autres 50 ans, mais ça nous laisse un peu de temps. Pourquoi? Parce que la forte, c'est nous. C'est la capacité de diverger, c'est la capacité de créer de rien. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas le faire, et tant mieux. D'accord. Ce qui veut dire que même si je reviens à mon intelligence artificielle dite faible, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous l'avez peut-être vécu, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée l'année dernière. Je rentrais d'un voyage sur Paris, en avion, il faisait un temps exécrable, et je somnolais, parce que c'était le soir, vers 22h30, et le commandant de bord a fait une annonce un peu particulière. Il a dit, compte tenu des mauvaises conditions météorologiques, nous allons atterrir automatiquement. Alors au début, je somnolais, je me suis dit, j'ai bien entendu, j'ai rêvé, c'est bien ce qu'il a dit. Donc j'ai attendu qu'il le redise en anglais, et oui, il a confirmé ça. Et là, je me suis dit, waouh, le maître à bord, le symbole du maître de l'avion, de la technicité, du pilotage, de tout, notre responsabilité, nos vies en responsabilité, avoue devant tout le monde qu'il est dépassé et qu'il va confier ça à de l'intelligence artificielle. Ce message est extrêmement fort. Et pour l'expérience, ça a été l'atterrissage le plus doux que j'ai jamais eu.
Comme quoi, et là, la question qui s'est posée très rapidement, on en discutait avec mon voisin, c'est de dire, mais pourquoi on n'atterrit pas toujours comme ça, du coup? Et vous voyez, l'acceptation de l'automatisation d'un vol en avion est faite directement juste avec une seule expérience. Et ça, vous le vivez tous. Aujourd'hui, avec vos smartphones, vous avez accepté et délégué plein de choses dans votre vie privée. Et tout l'enjeu maintenant, ça va être de transposer ce que vous avez accepté de faire à titre privé dans votre vie professionnelle. Alors ça, c'est plus compliqué. Beaucoup plus compliqué même. Pourquoi? Parce que notre job, notre savoir, notre expertise, notre expérience, c'est ce qu'on représente d'un point de vue social, c'est notre importance. Et se dire tout d'un coup, je peux remplacer tout ça et je peux abandonner mon savoir, beaucoup plus difficile. Et cette difficulté, on la retrouve à tous les niveaux dans l'entreprise. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de poste, pas du tout. C'est une question d'appréhension du futur et de capacité à évoluer. Et ça, j'y reviendrai à la fin du temps qu'on passe ensemble sur comment faire pour aller dans cette voie-là. Je m'appelle Stéphane Amarcy, je suis le fondateur et le CEO d'Inbox. Inbox, c'est une société que j'ai créée en 2001, donc vous voyez, c'est il y a quelques temps déjà. Toujours tourné autour de l'utilisation de la data à des fins opérationnelles. On faisait beaucoup de prestations. Et en 2016, j'ai vu arriver tout ce phénomène d'intelligence artificielle, toute cette logique-là, et j'ai pris le temps de me poser et de réfléchir à ce qu'allait être mon marché du futur. Et du coup, j'en ai même écrit un livre, au titre un peu provocateur, mais qui s'appelle « Mon directeur marketing sera un algorithme ». Alors, si vous le lisez, vous verrez que la réponse, ça ne sera pas un algorithme, mais par contre, son métier va considérablement changer. Dans mon entreprise, j'ai dû évoluer, changer, parce que à ce moment-là, en 2016, j'ai réalisé que 85% de ce qu'on faisait allait disparaître dans les 5 ans. C'est violent, 85%. Ça va vite, ça va très vite. Et donc j'ai décidé, et vous allez le voir tout à l'heure, de tout notre savoir-faire, 18 ans de travail sur la data, 18 ans de modélisation, 18 ans d'expérience à peu près partout dans le monde, de l'automatiser en le mettant dans de l'intelligence artificielle. Et là, vous allez me dire, mais les salariés dans tout ça, ils font quoi? Eh bien, j'ai licencié personne. Ils ont par contre vu leur job changer radicalement. Je vous expliquerai ça en détail. Si je reviens maintenant au marketing. Le marketing de demain, il va évoluer. Déjà, le premier point, les segmentations, les personas, je vais être volontairement provocateur, ça ne sert à rien dans demain. Clairement. Pourquoi? Parce que là, vous voyez dans la salle, vous êtes tous différents. Alors vous avez tous un point en commun, c'est qu'on est tous ensemble ici, vous êtes intéressés par la data, vous êtes certainement intéressés par le marketing, donc j'aurais très bien pu vous mettre dans un segment. Alors j'aurais pu séparer en fonction de l'âge, étudiant, pas étudiant, et ainsi de suite. J'aurais pu faire ça. J'aurais eu des segments, très bien. Mais moi là, je suis seul face à vous. Je ne peux pas parler ne serait-ce qu'à 3 segments en même temps, je ne sais pas faire ça. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un discours que je vais appeler moyen, au sens positif du terme, à savoir le meilleur compromis compte tenu de l'hétérogénéité qui est en face de moi. Maintenant, imaginez tout simplement que je me démultiplie, j'ai des clones, et que je sois en capacité d'avoir un discours, une conversation totalement individualisée avec chacun d'entre vous. Et qu'en plus de ça, je vous connaisse. Je sais quel est votre job, votre expérience, ce que vous venez chercher, ce dont vous aimeriez discuter. Et bien là, je rentre dans une ère de l'individualisation. Et je vais considérer votre singularité. Et là, il n'y a plus de segment, c'est fini. Point important, ce que je viens de raconter, humainement, vous l'avez bien compris, je ne suis pas capable de faire ça. Et donc là, je vais devoir lâcher une partie de mon expertise, de mon expérience, au profit d'outils dotés d'intelligence qui vont me démultiplier. Et j'insiste bien, qui vont me démultiplier, ce qui montre bien une synergie entre l'intelligence artificielle et moi en tant que professionnel. Le deuxième point, le toute chose égale par ailleurs, il est en train de disparaître. Alors, vous le vivez en tant que citoyen, en tant que consommateur. Le sujet n'est pas et n'est plus de dire quelle est la théorie sous-jacente de tel phénomène ou tel autre phénomène. On s'arrête à des faits.
Et l'effet d'aujourd'hui peut être différent demain, et tout le monde va considérer que c'est différent demain. Et ça, c'est un phénomène sociétal. On l'a de plus en plus aussi dans l'approche et dans la relation avec les clients. Tout s'accélère et on ne prend plus le temps de comprendre le pourquoi. Regardez les fake news, c'est un très bon exemple de ça, d'un point de vue sociétal. On peut dire une énorme bêtise, c'est relayé, et est-ce que quelqu'un s'occupe de regarder le démenti? Personne. Vous voyez? Pourquoi c'est là? On révise la science, il y a plein de choses comme ça qui sont en train de se passer, et ce toute chose égale par ailleurs, qui était là depuis toujours dans l'humanité, est en train de disparaître au profit de l'immédiateté, de la vérité du moment. L'autre point, automatique et auto-apprenant. Ça, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas m'étendre, mais oui, il va y avoir des automates, il y a déjà le cas, mais des automates qui auront la possibilité d'évoluer tout seuls comme des grands et de prendre de plus en plus de décisions en totale autonomie. Il y aura une hybridation forte entre humains et intelligence artificielle. C'est déjà le cas, ça va s'accélérer. Et encore une fois, si vous voulez mesurer ce que ça va donner, regardez-vous comment vous avez changé en 3 ans avec vos smartphones et autres outils, et imaginez que ça va se produire de la même manière dans votre univers professionnel. C'est la même chose. C'est juste un décalage de temps, mais le chemin est exactement le même. Créatif et collaboratif, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Regardez quand vous travaillez, le nombre de tâches, le temps que vous allouez à la partie créativité et collaboration, elle est faible. Elle est faible parce que vous faites beaucoup de tâches, plus ou moins automatisables, plus ou moins répétitives, et du coup, au détriment de cette dimension-là. Or, cette dimension-là, c'est la valeur de différence, enfin, ce sont les valeurs de différence qu'on a par rapport à l'intelligence artificielle. On sait créer, on sait communiquer, on sait collaborer. Ça, l'intelligence artificielle, elle ne sait pas faire. Donc il faut beaucoup plus développer, et c'est pour ça que le futur sera, pour les humains, beaucoup plus dans cette voie-là. Il sera, ce marketing, technique, et de plus en plus. Alors, est-ce que ça veut dire que j'ai besoin d'être un technicien pour être un marketeur demain? La réponse est non. Non. J'ai besoin, et de plus en plus, de multicompétences, de compétences très différentes. Et plus ces compétences seront différentes, plus ça sera riche. Parce que je me serai débarrassé d'un certain nombre de tâches qui sont automatisables, encore une fois. La logique de marque, moi je suis persuadé que dans le futur, on va revenir sur un marché conduit par la demande. Alors historiquement, vous savez que quand je voulais une chaise, j'allais voir un artisan, il y a quelques siècles au passé, et il construisait la chaise sur ma demande. Ça, c'était un marché de la demande. Puis au fur et à mesure, on est passé dans un marché d'offres, avec le paroxysme d'avoir une usine qui fabrique pour le monde entier. Aujourd'hui, grâce au digital, et à la révolution même de la fabrication digitale, on va repasser au fur et à mesure dans un marché de demande. À savoir, je vous donne juste un exemple qui n'est pas de la science-fiction, et il y a des startups qui travaillent sur le sujet. Certains d'entre vous portent comme moi des lunettes. Vous avez tous l'expérience d'aller chez un opticien choisir des lunettes. C'est une expérience qui est à la fois sympa et à la fois frustrante, parce qu'il n'y a jamais énormément de choix finalement. Et imaginez maintenant que ce ne soit plus la même chose. Vous allez dans cet endroit, vous avez des cabines extrêmement sympathiques, on vous scanne, évidemment, on regarde votre visage, il y a des moteurs de recommandation qui vous demandent aussi si vous voulez être plutôt à la mode, plutôt ceci, plutôt cela. Et à ce moment-là, vous allez accéder aux designers du monde entier, potentiellement, puisqu'il n'y aura plus rien chez l'opticien, il n'y aura plus de modèle, il n'y aura plus de modèle physique, ça n'existera pas. Et donc vous aurez la possibilité d'essayer, évidemment avec une qualité visuelle équivalente à un miroir, propre, important, parce qu'ils ne sont pas toujours propres chez les opticiens, d'essayer à peu près tous les modèles que vous voulez. Et une fois que vous aurez choisi, la monture sera imprimée juste à côté. Là, on est sur un marché de demande. Et donc du coup, on peut se dire, mais si c'est un marché comme ça, où est-ce qu'est la marque là-dedans? Parce que finalement, il y a peu de différence d'un produit à l'autre, si ce n'est le goût. Et ça ne veut surtout pas dire que la marque va disparaître. Pour moi, elle sera d'autant plus importante que ça sera un marché de demande. Et c'est d'autant plus important pour les entreprises de travailler la marque dans ce contexte-là, parce que ça sera un facteur de différenciation
dans l'appréhension du consommateur, dans la confiance, dans beaucoup de choses derrière. Et le dernier point, antifragile. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce terme antifragile. C'est un mathématicien et philosophe qui s'appelle Nicolas Taïeb dans Le Cygne Noir, un ouvrage qui s'appelle Le Cygne Noir qui en a parlé. J'aime beaucoup cette logique-là parce que souvent, excusez-moi du terme, mais on nous bassine avec l'agilité. L'agilité, il y en a partout, c'est plus ou moins efficace, mais des fois on veut forcer l'agilité alors que ça ne s'y prête pas du tout. Et l'agilité ne veut pas dire qu'on se remet en cause. On travaille juste différemment. L'antifragilité, c'est une remise en cause. C'est changer tout le temps. Alors je vous donne pour vous donner une grille de lecture, ce qu'il dit, ce philosophe, c'est que notre société a toujours été construite dans un système robuste, fort. Je vous donne des exemples. Regardez les sièges des banques, c'est toujours des grands buildings. Même les champions entre guillemets du monde moderne, les Google, Apple ou autres, se construisent des châteaux modernes avec des buildings très impressionnants. Mais tout ça, ça montre de la force, c'est vrai, mais c'est le chêne et le roseau. C'est aussi fragile. Parce que plus je suis fort, moins je suis souple, et plus je risque de casser. Et lui, il dit que le futur, on sera dans une société, au contraire, où il faut penser tout antifragile. Alors tout antifragile, ça veut dire que je dois être en capacité de me réinventer tout le temps, quotidiennement. Je dois être en capacité, dans ma structure, dans mon entreprise, l'entreprise aussi doit bouger, savoir bouger. Vous avez vu que ces derniers temps, il y a des grosses sociétés qui ont disparu plus vite que dans le passé. Ça, ce phénomène-là, il va encore s'accélérer. Et donc, ce n'est pas simplement de le décréter, c'est de le vivre. Alors c'est très compliqué. Je vous raconterai tout à l'heure 2-3 expériences. C'est très très compliqué, mais c'est le sens de l'histoire. Et au passage, le toute chose est égale à par ailleurs, avec l'antifragilité, il disparaît d'autant plus. Pour vous illustrer la façon dont on réduisait la problématique marketing, imaginez, je fais une opération, j'envoie un email pour faire simple, avec une proposition de produit. En général, on a une cible, donc cette cible, on la fabrique plus ou moins bien, peu importe, avec plus ou moins d'outils. Et à la fin, je regarde qui a acheté les produits que je proposais, et je vais regarder le taux de retour, et je vais avoir un fameux taux de retour. Donc c'est ma probabilité P, ici. Mais dans les faits, en faisant ça, j'ai oublié plein de choses. Et là, j'ai fait l'exercice de détailler les différentes étapes qui vont conduire à cette probabilité qu'on regarde d'un point de vue global et surtout pas individuel au passage. Première étape, pour pouvoir acheter ce fameux produit, eh bien évidemment, il va falloir que je sois ciblé. Si je ne suis pas ciblé, je ne risque pas. Donc le ciblage est un facteur déjà, mais ça, tout le monde le sait. Jusque-là, il n'y a pas de scoop. Une fois que j'ai été ciblé, il va falloir que je sois exposé à ce message. Si je n'ouvre pas mon mail, pas d'exposition. Alors, je reste dans l'exemple de mon email, évidemment. Après, je peux mettre plus de canaux. Que je vais multiplier par la probabilité d'être intéressé par le contenu. Que je vais multiplier par la probabilité de m'en rappeler, parce que je ne vais pas forcément cliquer tout de suite. Donc, il va falloir que je mémorise et que je m'en rappelle. Que je multiplie par la probabilité que quand je vais sur le site, pour faire simple, encore une fois, le produit soit toujours disponible. Que je multiplie par la probabilité que je choisisse bien ce produit. Et enfin, que je multiplie par la probabilité de payer le produit. Donc vous voyez, ici, vous avez 7 probabilités, et dans les faits, on s'en occupait que d'une d'un point de vue global. Si je veux répondre à tout ça, et vous avez des codes couleurs, alors je ne vous donne pas les couleurs parce que je suis daltonien, donc ce serait illisible pour vous. Vous avez des codes couleurs qui retracent à chacune des probabilités sur quelle fonction elle joue. Donc vous avez le premier, c'est la pertinence. Le deuxième, ça va être la tonalité de mon message. Le troisième, ça va être le prix. Le quatrième, les canaux. Et enfin, le dernier, la temporalité. Donc vous voyez que là, j'introduis 7 probabilités. Je multiplie par 5 axes. Donc j'ai déjà 35 dimensions sur lesquelles je peux travailler, juste pour un simple email. Encore une fois, humainement, je ne sais pas gérer ça. Donc moi, je vais considérer, je vais faire le meilleur ciblage possible. Et puis, je caricature encore une fois, on verra bien ce qui va se passer.
Mais non, si je travaille à l'individu, il faut que je considère tout ça pour être pertinent. Mais là aussi, je ne peux pas le faire. Alors, derrière, si je veux améliorer tout ça, ces fameuses probabilités, on va faire ce qu'on appelle de la modélisation probabiliste. Donc, je vais juste expliquer, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec ces termes-là. Le principe de la modélisation probabiliste, c'est de prendre des variables qui vous décrivent et de mettre en place un modèle mathématique. Alors, soit c'est des méthodes classiques, soit c'est du machine learning, soit c'est du deep learning, qui vont permettre, compte tenu de ce que vous faites, d'estimer la probabilité de faire quelque chose. Donc, je vais vous donner un exemple. Oups, ça, je n'avais pas modélisé. Un exemple, imaginez que là, je me dise, bah, tiens, quelle est la probabilité, alors je ne sais pas du tout ce qu'il y aura à manger, mais que quelqu'un prenne du poisson. D'accord ? Bah, là, j'ai aucune data sur vous, donc je ne sais pas faire. Maintenant, imaginons que vous ayez rempli un questionnaire avant sur vos habitudes culinaires. Mais en regardant toutes vos réponses et vos habitudes, est-ce qu'il y a des jours où le midi vous mangez plutôt ceci, cela et ainsi de suite, je peux très bien estimer cette probabilité-là, grâce à de la donnée. Ça, ce sont des modèles mathématiques qui le font. D'accord ? Modèle mathématique, vous avez entendu parler du machine learning. Ce sont des techniques aujourd'hui qu'on utilise massivement pour modéliser par rapport à des méthodes type classiques, comme les régressions logistiques ou autres, qui sont d'autres méthodes probabilistes qu'on utilisait plus dans le passé. Et vous avez le fameux deep learning. Le deep learning, c'est essentiellement basé sur des réseaux de neurones, mais par contre, il faut beaucoup de données pour que ça fonctionne. L'idée derrière, elle est relativement simple. Une fois que j'ai cette fameuse probabilité, vous avez ici, je classe mes clients, des clients qui ont la plus forte probabilité jusqu'à ceux qui ont la plus faible probabilité. Là, c'est le hasard. Le hasard, il dit que si je prends au hasard 10% d'entre vous, j'aurai 10% de ceux qui vont manger du poisson. D'accord ? Si j'en prends 40%, j'en aurai 40%. Et évidemment, si je prends tout le monde, j'aurai 100% de ceux qui vont manger du poisson. Ok ? Mais évidemment, si je prends tout le monde, je me trompe, puisqu'il y en a plein qui ne vont pas en manger. Et l'idée, c'est de se tromper le moins possible. Et cette fameuse probabilité va nous permettre de le faire. Donc ici, vous voyez qu'avec ce modèle, il permet, avec 10% de ceux qui ont la plus forte probabilité, de capter 40% de ceux qui vont souscrire ou manger du poisson dans mon exemple. Donc ça veut dire que je me trompe beaucoup moins. Est-ce que la question est de dire je peux être parfait ? Non. Clairement, non. Ce n'est pas un objectif. On a une chance incroyable, c'est que nous autres humains, on a une part d'irrationnel. Et cette part d'irrationnel, on ne peut pas la modéliser, tant mieux. Ça laisse beaucoup de place à l'improvisation et à l'innovation, à la création, encore une fois. Mais par contre, on se rapproche beaucoup plus de la vérité. Et ce qui compte, là, vous avez un seul modèle. Maintenant, imaginez que j'ai ça pour le poisson, pour les légumes, pour tout. Eh bien, j'arrive à recomposer, finalement, votre repas le plus probable. Et je vais pouvoir essayer de travailler avec ce repas le plus probable pour pouvoir faire en sorte que vous le viviez. Donc là, évidemment, vous n'allez pas payer pour ça, mais imaginez que ça soit dans un magasin, je vais vous proposer des produits qui sont le plus probables pour vous, qui vont vous plaire le plus. D'accord ? Ça, ce qui est important, c'est que dans le passé, on travaillait sur des modèles robustes dans le temps. Ça veut dire que comme c'était extrêmement lourd à construire et à mettre en œuvre, on en construisait et puis on espérait qu'ils durent 1 an, 2 ans, voire 3 ans, ces modèles-là. Et on les surveillait au fur et à mesure pour ne pas perdre leur performance. Mais du coup, on s'empêchait d'être trop performant au profit de cette robustesse temporelle. Aujourd'hui, avec les données dont on dispose, et avec les techniques, encore une fois, de machine learning ou de deep learning, on oublie ça. On oublie ça parce que tout peut être quasi immédiat. Et donc, dans ce contexte-là, ce qui compte, ce n'est pas d'être bon demain ou après-demain, c'est d'être le meilleur là tout de suite. Et donc, cette dimension de temporalité a disparu. C'est pour ça qu'encore une fois, que je vous disais que le toute chose égale par ailleurs disparaît aussi. C'est là, maintenant. Je vais être le meilleur possible tout de suite. Et donc, du coup, avec ce que je vous ai expliqué sur l'antifragilité, ça veut dire que je dois être en capacité de remettre en cause absolument tout le temps. Au passage. Ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas vrai demain. Parce que vos concurrents vont bouger, parce que tout bouge, parce qu'il y a plein de choses qui bougent. Avant, je n'avais pas tout ça comme information. Donc, je ne pouvais pas le prendre en considération. C'était beaucoup plus simple. Il y a 5 ans, 10 ans, c'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui.
Aujourd'hui, j'ai l'information. Et donc, je sais que ça change. Avant, je ne savais même pas. Je n'avais aucun moyen de le savoir. Souvent, on dit, mais aujourd'hui, les consommateurs sont plus complexes que dans le passé. Pour moi, c'est faux. C'est simplement, encore une fois, qu'aujourd'hui, j'ai les moyens de le mesurer et de le savoir. Avant, je ne savais pas. Et ça, c'est une vraie révolution. La mesure, tout ça se mesure. Surtout, si vous allez dans cette ère-là, il faut absolument tout mesurer. Si vous ne mesurez pas, vos systèmes, par définition, ils sont obsolètes et morts. L'auto-apprentissage n'existe que si on mesure, on teste. Sinon, ce n'est pas possible. Pour illustrer mon propos, vous avez tous, j'imagine, Spotify, Deezer ou équivalent dans la salle. Qui a ça? Pas mal. Ok, vous avez dessus des moteurs de recommandation. Alors moi j'ai Deezer, donc je vais parler du flow de Deezer, mais c'est exactement la même chose sur Spotify. Vous avez dû remarquer que ce moteur, au fur et à mesure, il converge et il fonctionne plutôt pas mal. Mais par contre, il vous propose en effet des choses que vous aimez, mais en aucune façon tout ce que vous aimez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est un système convergent, un moteur de recommandation. Il va converger vers vraiment ce que vous aimez le plus. Et en plus, quand je m'appelle Deezer ou Spotify, je ne vais pas tenter de vous proposer quelque chose sur lequel je vais prendre un risque, parce que si je le fais, vous allez dire, mais il ne marche pas ce truc. Et c'est fini. L'expérience, elle est finie. Donc, je ne vais pas prendre de risque. Donc, je vais laisser cette divergence très forte être là. D'accord? Par contre, quand je suis dans de la consommation, c'est très très bien de mettre en place des systèmes convergents, mais ça veut dire que vous allez appauvrir votre business, puisque vous allez finalement proposer toujours sensiblement la même chose. Or, un client, et vous le voyez vous en tant que consommateur, on change. De temps en temps, on a envie de ça, de ceci, d'autres choses. Et donc, il faut instruire et mettre en place dans ces systèmes-là de la divergence. Et cette divergence, c'est la capacité à donner à l'intelligence artificielle d'apprendre et de continuer à apprendre. Si je ne mets pas cette divergence en place, je n'ai qu'un système convergent et je n'apprends plus. Et à terme, ça sera catastrophique pour le business. En tant qu'être humain, que ce soit des marketeurs, des data scientists ou autres, pour moi, il y a 3 points qu'il ne faut pas oublier. Le premier, c'est qu'on est en infériorité numérique par rapport à l'IA. Ça, ne l'oublions pas, il y en a de plus en plus tout autour de nous. Mais encore une fois, regardez comment vous vous comportez à titre individuel. Le deuxième point, c'est qu'on a plus en plus de décisions à prendre. Et évidemment, là aussi, en tant qu'humain, je ne sais pas faire. Ce n'est pas possible de tout gérer, de tout faire. Donc j'ai besoin d'aide. Et le troisième point, qui est pour moi le plus dangereux, c'est qu'on est bourré de certitudes. Tous, moi y compris. Et ces certitudes, elles sont dangereuses parce que ça nous évite de nous remettre en cause. Ça nous évite de tester autre chose, d'avancer. Et il y en a une auquel je vous invite à faire attention si vous la partagez. Moi, je ne la partage pas pour le coup. Mais beaucoup de personnes pensent encore que l'intelligence artificielle ne dépassera pas celle de l'humain. Et pour moi, c'est déjà le cas, sur des sujets précis. Pas dans sa globalité, mais des sujets précis. Et ça, il faut y prêter attention et donc bien réfléchir à comment vous pouvez l'utiliser pour vous. Si je reviens au niveau du marketing, le constat, c'est que le marketing d'aujourd'hui, il est limité, mais il est limité par un seul et unique facteur, l'humain. C'est nous qui limitons. C'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure quand je prenais mon exemple en train de vous expliquer tout ça. Je ne peux pas me démultiplier. Et donc du coup, je vais choisir un compromis, et c'est ce compromis que je vais proposer à vous tous. Est-ce que c'est le meilleur compromis pour chacun d'entre vous? Certainement pas. Mais je n'ai pas d'autre moyen que de le faire. Et vous voyez que c'est moi la limite. C'est pas vous, c'est bien moi qui exprime. Et dans le marketing, c'est la même chose. Et pour regarder ce que ça donne, aujourd'hui, on parle toujours de plus de précision, on veut toujours plus avancer. C'est le modèle et vous avez 2 modèles qui s'opposent. Il y a le premier, c'est celui de gauche, qu'on retrouve à peu près partout, qui est de dire, je vais ajouter des briques technologiques, mais même si je dis être customer-centric, data-driven et ainsi de suite, je pars d'un produit.
et à un moment donné, je vais commercialiser un produit. Quand je fais une campagne d'email, ou une campagne pour ceci ou pour cela, je pars d'un moment où moi j'ai décidé de le faire, et dedans, c'est du contenu que moi j'ai décidé de mettre en avant. Vous pouvez mettre en place toutes les briques technologiques que vous voulez, vous aurez des gains marginaux, ça va vous coûter de plus en plus cher, parce que la limite, elle est toujours là, c'est que c'est moi, humain, qui ai pris une décision. Soit vous allez sur la voie de droite. La voie de droite, c'est, comme je disais tout à l'heure, plus de segments, plus de personnalités. Chaque client est singulier et je le prends en tant que tel. Et je regarde, compte tenu de tout ce qui est possible de faire, ce que je vais proposer comme meilleure expérience à ce client-là. Et la meilleure expérience à proposer, très souvent, c'est rien. Ne rien faire. Alors, il y a toujours ce sujet de la pression. Alors on parle toujours de dire, bah oui, mais le problème c'est que, vous devez vivre ça aussi, moi je le vis avec beaucoup de nos clients, ah mais si on les sollicite moins, on aura moins de retours. Ben oui, mais nous on leur dit, ben non, parce que si vous les sollicitez moins, vous aurez quand même plus d'exposition, et si vous avez plus d'exposition, ce qui compte c'est l'exposition, vous aurez plus de retours à la fin, et plus de chiffre d'affaires. Donc c'est l'éternel débat. Eh bien, regardez là encore une fois comment vous vous comportez en tant que consommateur. La sursollicitation, ça ne marche pas. Alors certes, c'est la loi des grands nombres, plus j'en envoie, j'allais dire balance, plus j'ai de chances au hasard d'avoir un certain nombre de retours. Mais non, je vais vous donner juste des chiffres où on a mis en place ça avec des clients. Il y en a un avec un opérateur de VOD, où on a divisé par 3 le nombre d'emails envoyés, et on a multiplié par 2 le nombre d'expositions. Tout simplement parce que, du coup, la pertinence est plus forte, parce qu'il y a moins de pression. Le mot clé, c'est la pertinence dans cette démarche-là. Et donc, dans tous ces systèmes-là, s'il n'y a rien de pertinent, vaut mieux ne rien faire, de façon à ne pas gâcher des occasions de contact pour le futur. Et ça marche très bien. Par contre, c'est compliqué d'aller expliquer aux décideurs que oui, non, mais c'est pas grave, on va diviser par 3 le nombre de personnes dans les campagnes. Gloops. Il y a toujours un gros gloops à ce moment-là. Hein. Mais faites des expériences, mesurez-le et vous verrez que ça fonctionne. Je vous parlais de ma structure, de ma société. Et donc, comme je vous le disais, nous, on faisait de la prestation. Donc, tout ce que je suis en train de raconter, on le faisait avec des consultants. On est une centaine de personnes. On est présent, le siège est à Paris. Et on travaille sur 25 pays, donc très différents, puisqu'il y a la France, évidemment, il y a l'Europe, il y a le Canada, et puis on travaille pas mal en Afrique, au Moyen-Orient, et on commence à se développer également en Asie. Et donc des cultures très différentes. Et ce qui est intéressant dans ces cultures-là, c'est que l'appréhension du changement, elle est complètement différente. Pour vous donner un ordre d'idée, on fait des choses dans des pays en voie de développement, alors essentiellement dans les télécoms, qui sont mais à des années-lumière de ce qu'on peut vivre en Europe, par exemple. Parce qu'il n'y a aucune aversion pour le changement, et donc ils lâchent tout de suite, et ils vont vers des choses qui sont vraiment très différenciantes. En Europe, et encore plus en Amérique du Nord, parce qu'on a tendance à croire que l'Amérique du Nord, on peut y aller à fond comme ça, et c'est pas vrai. Il y a une conduite vis-à-vis avec les humains, qui a une aversion au changement, qui est encore plus forte que celle qu'on peut vivre, en tout cas dans notre domaine, en Europe. Donc c'est toujours intéressant de voir les différences. Et donc dans ce cadre-là, comme je vous le disais, j'ai décidé de changer complètement notre métier. Et notre métier, pour le résumer ici, là vous avez la chaîne de valeur du marketing relationnel. Donc évidemment, sans data, il n'y a rien, ça n'existe pas. Nous, on ne fait pas de collecte de data. On a dit c'est fini, on ne fait plus du tout ça. Il y a plein d'opérateurs qui font ça très bien. Soit l'entreprise elle-même les a, soit elle travaille avec des systèmes tiers, des partenaires ou autres qui font cette collecte de data. C'est un métier en tant que tel. Et après, derrière ce métier, on va ajouter de la connaissance client. Et l'objectif de cette connaissance client, ça a été de la rendre automatique. Donc on a construit des outils, un qui s'appelle dit KYC pour Know Your Customer, qui va fabriquer tout de suite plus de 1000 indicateurs juste avec une table d'achat par exemple, et qui va faire 150 à 200 triggers comme ça en 1 heure. Poum. Ça, c'est des missions qu'on faisait en dizaines de jours avant. Ben là, ça prend 1 heure. De la même manière, j'ai une quarantaine de data scientists. Il y a 2 ans ou 1 an même, quand ils construisaient un score, il leur fallait 3-4 jours. Aujourd'hui, avec DeepPredict, c'est fait en 10 minutes, et mieux. Vous voyez ? Est-ce que j'en ai licencié ? Non, aucun. Je continue à en embaucher,
Par contre, leur métier a changé. Je ne leur demande pas de faire de la production, ça c'est un point essentiel. Je leur demande de fabriquer de la valeur ajoutée pour nos clients. Alors c'est pas confortable de faire ça. C'est beaucoup plus difficile, parce que finalement la production c'est extrêmement rassurant. Mais les métiers changent, y compris pour des métiers comme ça. Et moi je le dis très clairement, le métier de data scientist, c'est un métier qui va disparaître. Je suis prêt à parier. C'est un métier qui est ultra utile aujourd'hui, mais tel qu'il est fait aujourd'hui, il va disparaître. Parce que les outils d'intelligence artificielle le feront bien mieux qu'eux. C'est gagné d'avance, ça. Par contre, on en aura besoin pour autre chose. Et c'est là où il faut déjà préparer le futur. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et donc, une fois que j'ai fait ça, vous comprenez qu'autour de chacun des consommateurs, j'ai plein de triggers. Moi, j'appelle ça des opportunités. Et il va falloir que je choisisse. Et donc, on a ajouté une dernière couche, Defox pour Focus on Experience, qui lui va décider ce qui est la meilleure chose à faire pour chaque consommateur. Et ça, on va le distribuer dans les outils de marketing automation. Mais nous, ce n'est pas notre métier. Donc dans la chaîne de valeur, on est sur la connaissance client et la prise de décision. Et on se concentre que là-dessus. Vous voyez ? Pour vous donner des exemples, et évidemment, je ne vous dis surtout pas la mesure pour le pilotage et l'auto-apprentissage, parce que c'est la clé du business, c'est la clé du futur, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Un premier exemple de ce que ça peut donner. Ici, on est dans un pays de l'Europe de l'Est, un grand pays de l'Europe de l'Est, vu le nombre d'habitants, vous voyez, nos clients donc d'habitants, 20 millions de membres. Ça ressemble à vente privée, c'est exactement la même chose même, sauf que ça porte un autre nom. Et eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ne se posaient pas trop de questions au départ, ils envoyaient 2 mails par jour à tous leurs membres, et la loi des grands nombres, on verra bien ce que ça donne. D'accord ? Alors ils avaient essayé de mettre en place des systèmes de pression, tout ça, mais ça ne marchait pas beaucoup, tout simplement parce qu'ils étaient toujours dans ce prisme de dire c'est un humain qui va décider de ce qui va se passer aujourd'hui. Donc on a travaillé avec eux, et ce qu'on a fait, c'est qu'ils n'ont pas voulu lâcher, ils ont bien voulu lâcher le 2 emails par jour au profit d'un email par jour, mais il y avait toujours une surpression, mais bon, c'était le deal. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé dans un premier temps déjà à la personnalisation des emails. Alors c'est les couleurs, c'est tout ce que vous voulez, donc avec plein de modélisation derrière, évidemment. Les moments aussi ont été travaillés dans la journée, à quelle heure on envoyait l'email, ça ils étaient d'accord pour qu'on travaille là-dessus. Donc selon les personnes, les emails ne partaient pas à la même heure, ça c'était le premier point. Et surtout, derrière, ça c'était une personnalisation dans l'email pour donner envie d'aller sur le site. Et sur le site, il y avait une autre personnalisation qui, elle, était avec pour objectif du panier. Ce n'est pas la même que l'email. L'email, encore une fois, je fais en sorte qu'il ait envie d'aller sur le site. Arrivé sur le site, je fais en sorte qu'il achète. Parce que vous le savez, comme moi, on n'achète pas forcément ce dont on a envie. Ouais. Ça arrive souvent, même. Des fois, on a la folie des grandeurs, et puis on devient raisonnable. Et donc, on peut jouer là-dessus. Et donc, du coup, quand la personne est arrivée sur le site, l'ordre des ventes était personnalisé, et quand on cliquait sur une vente, l'ordre des produits était personnalisé aussi pour chacune des personnes. Donc vous voyez une expérience complètement différente pour chaque consommateur. Là, vous avez des chiffres que eux-mêmes ont calculés. Donc le taux d'ouverture, il était de 2,7 et vous voyez qu'il est passé à 13,8%, mais parce que c'était pertinent. C'est que ça. C'est le maître mot dont je vous parlais tout à l'heure, pertinence. Le deuxième point qui est le plus intéressant pour moi, c'est le revenu par clic. Il est passé de 38 unités monétaires à 111 unités monétaires. Donc c'est beaucoup plus rentable. Mais ce n'est pas magique. C'est juste parce que je me rapproche de la singularité de chaque consommateur et donc je suis plus pertinent. Très rapidement, un deuxième. Celui-là, je l'aime beaucoup. On est en Amérique du Nord, dans un opérateur télécom. Pour le faire simple, ils avaient 6 personnes qui faisaient 3 campagnes par jour. On a mis en place tout ce que je vous ai raconté. Avec une demi-personne, ils gèrent 2000 opportunités par jour. Donc vous voyez, on ne parle plus de la même chose. Tout est automatique, complètement automatique. Et les 5,5 personnes font quoi? Elles créent des nouvelles opportunités, tout le temps. Parce que le sujet, ce n'est pas d'avoir un seuil minimal pour pouvoir mettre en place une opportunité, c'est de trouver des opportunités qui vont compléter au fur et à mesure
ce que je propose, l'expérience du client. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils en gèrent 2000 quotidiennement. Et avant, ils en avaient 3. Un an avant, ils en avaient 3. Vous voyez ? Et évidemment, ça porte ses fruits. Donc vous avez vu au travers de l'unité monétaire qu'on est au Canada. J'ai oublié de l'enlever celui-là. Et juste un exemple, pour le churn, ils avaient un budget de 2,5 millions de dollars de gratuité pour lutter contre le churn, parce qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui a dit lutter contre le churn, c'est proposer des gratuités aux clients pour qu'ils restent avec nous. Mais personne ne s'est posé la question de savoir est-ce que c'est vrai pour chacun des clients. Mais pas du tout. Souvent, lutter contre le churn, c'est déjà reproposer une offre qui a du sens pour le client. C'est être en relation avec lui, c'est être proche de lui. Et en faisant ce travail-là, des 2 500 000 dollars, on n'a utilisé que 250 000 dollars de gratuité. Donc il y a eu 2 250 000 dollars d'économie directement. Vous voyez, encore un exemple de cette limite quand c'est un humain qui prend des décisions pour tout le monde. Ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas. C'est pas optimal en tout cas. Si je reviens sur comment garantir un succès par rapport à ces transformations-là. Encore une fois, ce n'est pas des transformations qui se font en claquant des doigts. C'est lourd. Moi, je le vis depuis 3 ans maintenant dans ma structure. Je dis toujours, ma société, elle était là. Je veux l'amener là. Aujourd'hui, je suis là, au bout de 3 ans. Et j'espère que cette année, je vais être là. Ça va s'accélérer. Et pour enfin, dans 2 ans, finir cette transformation. Pour faire ça, il n'y a que l'expérimentation, la preuve. Donc, et la preuve, on n'a pas besoin de gros Big Bang pour avoir des preuves. Faites au contraire des choses petites, fonctionnelles, pluridisciplinaires, mélangez les personnes, mélangez les expériences, montrez. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne, par la preuve. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, là aussi, n'allez pas trop vite. Identifiez bien les étapes, et les étapes pas forcément liées au projet, les étapes de la conduite du changement. C'est celles-là qui sont les plus importantes. Et celles-ci, la plupart du temps, on les oublie complètement. Et du coup, c'est ça qui fait déraper beaucoup de choses. Considérez-les dès le début. Enfin, considérez-les. En tout cas, essayez de les identifier dès le début, parce que ce n'est pas forcément facile de les trouver. Moi, je le vois, en 3 ans, j'ai fait plein de bêtises, je vais vous dire, avec mon équipe. À chaque fois, j'essaie de réfléchir, mais à chaque fois, je fais des bêtises quand même. Mais le simple fait de réfléchir et de partager ça avec mes collaborateurs fait qu'on arrive à construire quelque chose en commun et que quand on se trompe, on est capable de changer rapidement. Et tout le monde accepte de se tromper, parce qu'encore une fois, on dit souvent que si on prend pas de risque, c'est sûr qu'on ne fera pas grand-chose, mais c'est une réalité et vous pouvez l'automatiser et le gérer de façon continue dans vos équipes. Et enfin, du côté des consommateurs, il y a 3 mots que personnellement je garde toujours, et à chaque fois qu'on construit quelque chose, je le dis à mes clients et je le dis à mes équipes, regardez ce que vous voulez faire par le prisme de ces 3 mots. Premier, c'est surprise. Si vous ne surprenez pas un client, c'est fini, c'est un dû. C'est là, il n'y a plus qu'à attendre et ça va arriver. Et si malheureusement vous l'enlevez, c'est une déception. Si vous le surprenez, cette déception n'existe pas. Et il y a toujours ce petit piment dans la relation qui est là. C'est comme dans un couple, j'allais dire. C'est pareil. Et ça se gère. Mais encore une fois, ça ne se gère pas d'un point de vue global. Parce que la surprise, elle est très individuelle pour le coup. Le deuxième point, pertinence. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Il faut être pertinent tout le temps. Il vaut mieux ne rien faire que de ne pas être pertinent. Ça, c'est clé. Et le dernier point, on ne fait pas ça pour se faire plaisir, on fait ça évidemment pour gagner de l'argent. Et donc du coup, cette dimension d'efficacité est présente et elle est là, tout le temps, et qui va avec la mesure. Et maintenant, avant de répondre à vos questions, si on revient sur la transformation, pour moi, l'IA, c'est une véritable révolution. Ce n'est pas une évolution, c'est une véritable révolution. Et cette révolution, elle sera violente si on ne s'en préoccupe pas. Je le dis d'un point de vue professionnel, je le dis pour le marketing, mais je peux également le dire d'un point de vue sociétal.
Et je vais revenir sur le marketing. Le premier point, c'est qu'à titre individuel, il faut être en capacité d'abandonner ce qui doit l'être. Alors évidemment, pour abandonner ce qui doit l'être, il faut déjà identifier ce qui doit l'être. Mais faites cet effort, regardez, parmi ce que vous faites d'un point de vue professionnel, ce qui pourrait être automatisé. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a pas mal de choses qui pourraient l'être. Et encore une fois, je vous le rappelle, vous l'avez fait avec une facilité incroyable d'un point de vue personnel. Donc maintenant, il va falloir passer d'un point de vue professionnel. Si ce n'est pas vous qui êtes acteur de ça, c'est la société qui va l'être pour vous. Donc réfléchissez à l'avance, ça vous permettra d'être proactif dans ces changements-là. Le deuxième point, c'est les qualités humaines. On peut les valoriser, les utiliser beaucoup plus que dans le passé grâce à l'IA. À partir du moment où j'arrive à me débarrasser d'un certain nombre de tâches qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur par rapport à ce que je suis en tant qu'humain, eh bien, je peux laisser aller et laisser prendre plus de place pour ce que je suis, mes qualités, encore une fois. Et pour moi, c'est pour ça que je dis que l'IA, si on s'en occupe bien, c'est libérateur. Ça peut être très libérateur, mais il faut s'en occuper. Si on ne s'en occupe pas bien, c'est de la cannibalisation directe et de la confrontation directe avec ce qu'on fait et ce qu'on dit. S'organiser différemment, obligatoirement. Ce qui est vrai dans les organisations aujourd'hui sera faux demain. Les organisations hiérarchiques vont disparaître, à mon sens, au fur et à mesure, vers des organisations qui vont se faire et se défaire à l'infini en fonction de ce qu'il faut, de la tâche à réaliser et du problème à régler. Je pense qu'on va y arriver. Et cette dimension-là, évidemment, elle fait appel à ce concept d'antifragilité, vous l'avez compris. Et quand je mets construire antifragile, alors vous allez me dire, mais c'est un peu antinomique par rapport à ce que vous avez dit précédemment sur l'antifragilité, qui est tout sauf le modèle de la construction, c'est plutôt un modèle de déconstruction. Eh bien non, ça veut dire que tout ce que je fais, je dois le penser comme étant évolutif, systématiquement, avec cette capacité de changer, d'évoluer, de bouger, tout le temps. Et quand je construis quelque chose, je dois le penser comme ça. Alors évidemment, ça ne va pas se faire encore une fois en claquant des doigts, mais si vous commencez à réfléchir comme ça, vous allez vous apercevoir qu'il y a plein de petites choses que vous pouvez penser comme ça et construire comme ça. Et pour finir, j'aime bien cette phrase de l'agent Smith dans Matrix. Vous vous rappelez qui est l'agent Smith dans Matrix? C'est le méchant, le bot. Et il dit, n'envoyez jamais un humain faire le travail des machines. Et je pense que c'est vrai. Par contre, il faut qu'on s'occupe de nous, ce qu'on va faire. Et c'est à nous tous d'être acteurs de ce changement. Merci.